Un autre cas emblématique, c'est la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, à ne pas confondre avec la RDC. La République du Congo, ancienne colonie française. La France dispose d'importants intérêts économiques dans ce petit État de l'Afrique centrale, troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, où le groupe Total est fortement implanté. Plus de 70% de la population de ce pays vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 dollar par jour. La France prétend y préserver ses intérêts, mais curieusement incompatibles au respect des droits de l'homme. La France, sous la présidence de Jacques Chirac, a organisé et financé un coup d'État militaire meurtrier depuis Paris avec la participation des mercenaires et des armées étrangères, dont l'armée angolaise et de quelques éléments de l'armée française, soit dit en congé, comme le souligne l'ONG Survie de l'économiste Xavier Verschav, pour rétablir le despote Denis Sassou Nguesso qui y demeure par coup d'État permanent. Ce coup d'État a généré un grand massacre des populations civiles congolaises. Nous allons avancer par là. Nous allons ratisser toute cette zone, ensuite l'autre côté. Ainsi de suite. Vous m'avez compris? On va nettoyer toutes les maisons et tout ce qui bouge. On se déploie comme ça. Éric Desséné, spécialiste français du renseignement et de l'intelligence économique, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, estime le nombre de victimes à plus de 400 000 morts, soit plus de 10% de la population congolaise décimée. Non, il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Cette jeunesse qui se lève ne le fait pas par rancœur ou par désamour vis-à-vis du peuple français, mais pour dénoncer les politiques françaises successives qui assombrissent leur avenir. Elle veut d'une Afrique indépendante et débarrassée d'une caste d'hommes politiques qui prolonge la colonisation dans les domaines de la monnaie, de la défense, de la sécurité et de la diplomatie. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Renaissance 24 TV, TLR TV, la renaissance de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du sentiment anti-français en Afrique. Existe-t-il réellement un sentiment anti-français en Afrique? D'emblée, je dirais non. Évidemment, moi, je pense que non. Parler du sentiment anti-français en Afrique, en réalité, est impropre. Sinon, on va se poser les questions légitimes. Depuis quand et dans quel pays d'Afrique un Français légalement établi a fait l'objet de rejet, de discrimination ou s'est senti en insécurité? Non, j'ai envie de dire que les Africains adorent la France. Les Africains aiment la France. Les Africains aiment les Français. Il s'agit plutôt d'un rejet de la politique française en Afrique, une construction intellectuelle solide qui rassemble toute une jeunesse africaine qui veut évidemment solder les comptes du néocolonialisme avec la France. Bien curieusement, partout au sein de l'élite politique française, sur les plateaux télé, on parle du sentiment anti-français, ce qui est une forme de désinformation entretenue par une partie du système médiatique français et d'une élite politiquement politicienne française. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont en fait des drapeaux russes qui sont en train d'être fabriqués par... Alors là, c'est français, on dirait. Alors là, ça va pas du tout. Alors que j'avais un article que j'ai pu lire de Reuters, comme quoi c'était des drapeaux russes qui étaient fabriqués par les tailleurs et les couturiers nigériens. Bon, bah, ça n'a rien à voir. Alors, je n'ai rien dit, on enlève. Pardon, on va revenir sur les fausses informations qui ont circulé hier par les putschistes.
Il est donc nécessaire de revenir sur cette expression toute faite que l'on retrouve dans les commentaires lorsqu'il s'agit de caractériser les manifestations de soutien qui ont accompagné les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le cas du Gabon étant tout à fait particulier. Les images montrent des foules de jeunes particulièrement mobilisés, scandant des slogans anti-français, brûlant des drapeaux tricolores et agitant un autre aux couleurs souvent de la Russie. Au Niger, par exemple, la foule s'en est pris à l'ambassade de France à Niamey, qui est un symbole du pouvoir français dont on ne saurait évidemment faire la différence avec la France-Afrique, ce visage lugubre de la France que les jeunes Africains ne veulent plus voir chez eux. Dans ce contexte, les dirigeants et les médias français insultent l'intelligence de ces manifestants en les qualifiant d'instrumentalisés par la Russie. L'infantilisation de cette jeunesse qui revendique ses droits les plus fondamentaux, en plus, montre la surdité d'un système français qui a perdu tous les repères en Afrique. Ce système qui refuse de reconnaître aux peuples africains le droit à l'autodétermination. Vraisemblablement, les 3/4 du continent africain n'ont jamais connu la colonisation non plus. Et il y a comme un retour du refoulé aujourd'hui. Et il est très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes, je le sais très bien. On les connaît. Et ils tiennent en boucle ces discours, etc. Ils n'ont jamais connu même la colonisation, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils sont là parce que c'est un discours politique. Et parce que plusieurs puissances qui veulent bâtir une influence en Afrique. Parler de sentiments anti-français, c'est donc parler de toute autre chose que d'un raisonnement, d'un sentiment, et donc qui relève de l'émotion. Ces foules seraient donc irrationnellement anti-françaises. Le problème avec le sentiment anti-français, c'est qu'il rappelle de très mauvais souvenirs coloniaux que résume Léopold Sédar Senghor en une phrase « L'émotion est nègre comme la raison est hellène ». Or, il s'agit bien de toute autre chose qu'une simple émotion. Il s'agit, si vous ne l'avez pas compris, d'une construction intellectuelle. Elle est aujourd'hui bien plus profondément ancrée qu'elle n'a pu l'être jadis, où cet anticolonialisme français restait confiné à une frange minuscule d'intellectuels africains francophones, souvent passés par Moscou pour des études. La démocratisation de l'accès à l'information impulsée par les réseaux sociaux a lancé le processus de conscientisation de toute une jeunesse africaine qui, désormais, et de la manière la plus naturelle, revendique toute son africanité et la capacité de prendre en main son destin dans tous les domaines, même les plus insoupçonnés. Comme vous le constatez, c'est le peuple nigérien qui est sorti pour manifester son mécontentement contre une politique qui a duré 12 ans. 12 ans, pendant 12 ans de régime, le quotidien des Nigériens n'a pas changé. Par conséquent, les Nigériens ont appelé à sortir massivement et de bouter dehors cette politique. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. L'Afrique est aujourd'hui aux mains d'une jeunesse écrasante par le nombre et aussi par la formation politique et intellectuelle. Il s'agit de la génération la mieux formée et la plus politisée de l'histoire de ce continent. Chaque peuple a le droit de goûter à la liberté. Chaque peuple a le droit de goûter à l'indépendance. Chaque peuple a le droit de retrouver sa dignité. Et si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. Nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui ne craint pas les coups. Une jeunesse panafricaine qui s'est bâtie en s'inspirant les unes des autres, du Mali au Tchad, en passant par le Burkina Faso, et qui porte une critique sévère, radicale contre la France officielle et les inconséquences de sa politique extérieure vis-à-vis de ses anciennes colonies. De quelles inconséquences parlons-nous? D'abord, il y a un élément conjoncturel à cette critique.
La France, qui était absente militairement du Sahel depuis longtemps, y est revenue avec son armée, souvenez-vous, de l'opération Serval en 2012, puis l'opération Barkhane. Ces bases militaires implantées un peu partout en Afrique sont maintenant considérées comme les armées d'occupation, d'autant plus qu'elles n'ont pas apporté la sécurité promise aux populations, mais au contraire, elles se sont impliquées dans les processus d'accession ou de maintien au pouvoir de certains dictateurs. Je considère que l'armée française en Afrique est une armée d'occupation. Sous ce prisme-là, je considère que ce sont nos adversaires et je ne vais jamais pleurer pour la mort d'un soldat français. Tout le monde le sait ou presque, la colonisation française jusqu'aux indépendances a toujours été une affaire militaire pour Paris. Une caractéristique qui a été prolongée par les fameux accords de défense subtilement imposés à la plupart de ces anciennes colonies au début des années 60. C'est ainsi que la France est intervenue militairement plus d'une quarantaine de fois en 60 ans, soit une fois ou presque par an. Dans la même période, la Grande-Bretagne n'est intervenue militairement qu'une fois en Afrique. Parler du sentiment anti-français en Afrique, c'est aussi une manière d'occulter le double standard de la politique française en Afrique. Comme vous le savez, la France soutient le Tchad, dont le régime est une succession dynastique illégitime. C'est Emmanuel Macron, personne qui est allé installer le fils Déby, Mahamat Idriss Déby au pouvoir, en violation de la constitution tchadienne. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et seront à vos côtés. Un autre cas emblématique, c'est la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, à ne pas confondre avec la RDC. La République du Congo, ancienne colonie française. La France dispose d'importants intérêts économiques dans ce petit État de l'Afrique centrale, troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, où le groupe Total est fortement implanté. Plus de 70% de la population de ce pays vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins $1 par jour. Les conditions de vie des Brazzavillois demeurent vraiment préoccupantes. On se croirait dans une bourgade alors que nous sommes dans la capitale de la République du Congo. La configuration des habitations n'a pas beaucoup changé dans les quartiers populaires depuis les indépendances. De Makelekele à Bakongo, en passant par Mongali Potopoto jusqu'à Wenze et Talangai, la plupart des toilettes sont encore des petits endroits entourés des tôles ou des enclos en briques avec une fosse parfois bordée de ciment ou disposant simplement d'une marche en bois. Sans chasse d'eau ni dispositif d'hygiène, les quelques habitations modernes où les conditions d'hygiène sont réunies ne peuvent pas justifier la situation de certains quartiers. Il suffit de jeter un regard critique et profond dans les meilleurs de logement pour comprendre le risque court des familles entières en s'exposant aux maladies graves. Les Brazzavillois manquent presque de tout, même l'eau devient une denrée rare. Sinon, les conditions ici, ça ne permet pas aux jeunes de rester ici. Parce que vous n'avez pas développé ici. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Un bidon ici, un bidon coûte 300. Imaginez-vous, vous êtes un nombre de 12 dans une parcelle, vous allez acheter combien de bidons par jour? La France prétend y préserver ses intérêts, mais curieusement incompatibles au respect des droits de l'homme. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place, parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non.
la France, sous la présidence de Jacques Chirac, a organisé et financé un coup d'État militaire meurtrier depuis Paris avec la participation des mercenaires et des armées étrangères, dont l'armée angolaise et de quelques éléments de l'armée française, soit dit en congé, comme le souligne l'ONG Survie de l'économiste Xavier Verschave, pour rétablir le despote Denis Sassou Nguesso qui y demeure par coup d'État permanent. Ce coup d'État a généré un grand massacre des populations civiles congolaises. Nous allons avancer par là. Nous allons ratisser toute cette zone, ensuite l'autre côté. Ainsi de suite. Vous m'avez compris? On va nettoyer toutes les maisons et tout ce qui bouge. On se déploie comme ça. Éric Desséné, spécialiste français du renseignement et de l'intelligence économique, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, estime le nombre de victimes à plus de 400 000 morts, soit plus de 10% de la population congolaise décimée. Nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Un coup d'État pour lequel s'était félicité Jacques Chirac, alors président de la République française, le 30 juin 1998 à Luanda. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et que il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté. Dans le même temps, les officiels français continuent à déclarer à tue-tête, à qui veut encore les croire, que la France ne s'ingère plus dans les affaires africaines. La France-Afrique n'existe plus. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. Un discours probablement destiné à la consommation interne, mais qui ne passe plus en Afrique. La propagande franco-occidentale ne pourra pas cette fois-ci étouffer les voix panafricaines déterminées qui dévoilent l'imposture de son hégémonie en Afrique. En octobre 2015, la même France soutient un énième coup d'État constitutionnel au Congo-Brazzaville. François Hollande, alors président de la République française, encourage le despote Denis Sassou Nguesso à violer la constitution congolaise du 20 janvier 2002, affirmant que Denis Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple, mais qu'en même temps, il doit veiller à rassembler et à apaiser. Alors que la constitution congolaise du 20 janvier 2002 non seulement limite le nombre de mandats présidentiels à 2, c'est l'article 57, mais dispose également à son article 185 alinéa 2 que la forme républicaine, le caractère laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision. Contre toutes ces dispositions constitutionnelles et fort du soutien de l'Élysée, Denis Sassou Nguesso va donc inaugurer en Afrique l'ère des coups d'État constitutionnels pour se maintenir au pouvoir, au prix d'un massacre d'une quarantaine de jeunes Congolais qui s'opposaient à ce changement de constitution. Des crimes contre l'humanité passés sous silence dans les médias français. Autre fait à relever, c'est l'intervention la plus flagrante à la suite de la proclamation des résultats truqués de l'élection présidentielle de mars 2016 au Congo-Brazzaville. Quand l'ambassadeur de France au Congo se fait le représentant de Denis Sassou Nguesso auprès du général Jean-Marie Michel Mokoko, placé en résidence surveillée depuis 2 mois, malgré que la France était consciente que M. Sassou Nguesso venait de faire un coup d'État constitutionnel suivi d'un tripatouillage des résultats de l'élection présidentielle. Le général Jean-Marie Michel Mokoko avait ainsi reçu la visite
Les 22 et 23 mai 2016, du sulfureux Jean-Yves Olivier et de l'ambassadeur français à Brazzaville, Jean-Pierre Vidon, venu lui demander de reconnaître la victoire truquée de Denis Sassou Nguesso. Ici, on comprend aisément que les autorités françaises et les lobbies qui travaillent pour le despote Denis Sassou Nguesso avaient tenté de pousser le général Jean-Marie Michel Bokoko, véritable vainqueur du premier tour de cette élection présidentielle, de valider l'imposture de Denis Sassou Nguesso. Nous pouvons aussi citer le cas de la Côte d'Ivoire. Raphaël Granvaux et David Moguet, auteurs du livre « Un pompier pyromane », l'ingérence française en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara apporte un éclairage sur la déstabilisation de Laurent Gbagbo par la France. Le président sortant et sa famille ont résisté 12 jours, enfermés dans le bunker de la résidence présidentielle. Ils ont été ensuite emmenés après leur arrestation à l'hôtel du Golfe, le fief des pro-Ouattara. Une question reste en suspens. Qui a arrêté le président sortant? L'entourage de Laurent Gbagbo affirme que ce sont les forces françaises, mais le ministre de la Défense, Gérard Longuet, reconnaît juste un soutien de la mission Licorne et de l'ONUCI. Peu de temps après l'arrestation, le président français Nicolas Sarkozy a longuement téléphoné à Alassane Ouattara, un président ivoirien qui va devoir pacifier désormais un pays déchiré. La Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, comme vous le savez aussi, était le berceau historique de la France-Afrique. L'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011 est un véritable retour à l'ordre ancien. Grand défenseur du franc CFA, comblé d'avoir vu la base militaire de Port-Bouët se pérenniser en devenant l'une des bases opérationnelles avancées de l'armée française en Afrique. Cet ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny fait aujourd'hui le bonheur de la diplomatie française en Afrique. Le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la monnaie des pays membres et nous l'avons accepté et nous l'avons développé, nous l'avons modifié. Et j'étais là quand la réforme a eu lieu dans les années 73-74. Alors donc tout ce débat est un non-sens, tout simplement de la démagogie et je ne souhaite même pas continuer ce débat sur le franc CFA. C'est la monnaie des pays africains qui ont librement consenti et accepté de se mettre ensemble. Les écrivains Raphaël Granvaux et David Moguet nous informent aussi sur les militaires ivoiriens qui avaient tenté de renverser Laurent Gbagbo en 2002, qu'ils avaient eu tout le temps de se préparer depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso voisin, présidé par Blaise Compaoré, le très francophile. Des affirmations des diplomates ou des militaires selon lesquelles les services français auraient été sourds et aveugles à ces préparatifs ne sont pas crédibles. Les autorités françaises ont par ailleurs refusé d'appliquer les accords de défense qui lient les deux pays. Trouvez l'horreur. À tout cela, il faut ajouter les emprisonnements en masse et les massacres des partisans de Ousmane Sonko par les forces répressives du président Macky Sall au Sénégal. Sur cette vidéo publiée sur Twitter, cet homme, au t-shirt rouge, est équipé d'un fusil d'assaut. Il tire. Les forces de l'ordre, ici, à bord de ce pick-up, ne manifestent aucune intention de l'interpeller. Sur 3 autres vidéos, le même homme. Il réapparaît descendant d'un de ces pick-up blancs, à bord duquel on aperçoit également des membres de la police. Il semble faire partie intégrante de l'équipe de maintien de l'ordre. Ici, on le voit récupérer une arme d'un homme coiffé d'une casquette de police. Et pourtant, c'est l'exemple de cet individu que la police a utilisé lors de sa conférence de presse pour parler de manifestants instrumentalisés par l'opposition. Ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. Une cinquantaine de morts sans attirer les foudres de l'Élysée et de la communauté internationale, si prompte pourtant à scruter à la loupe les violations des droits de l'homme et de la démocratie au Mali, au Burkina Faso
et au Niger. Le gouvernement de transition a consulté avec une grande attention le rapport sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2022, publié le 12 mai 2023 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé, reposant sur un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies. Des pratiques contre lesquelles lutte la jeunesse africaine qui se fait désormais librement son idée, sans instrumentalisation par quelque puissance que ce soit. De ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Comment vouloir ensuite donner des leçons de démocratie au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, condamner des forces qui cherchent des points d'équilibre entre les puissances pour la mise en œuvre de leurs aspirations à l'émancipation des puissances qui les maintiennent en état de sous-développement chronique, la France-Afrique. Nous étions impliqués directement, si vous voulez, dans l'évolution de l'Afrique. Par conséquent, j'avais des pleins pouvoirs, même y compris pour recommander la désignation de certaines personnes françaises et africaines. Vous pourriez être plus spécifique? C'est-à-dire qu'il m'arrivait de dire à un chef d'État, là, vous avez autour de vous un gars qui ne vaut pas un clou, il faut l'éliminer et je vous conseille de prendre celui-là. Il y a ensuite, paradoxalement, le succès tactique des soldats français au Sahel, où tout le monde sait que les djihadistes continuent à prospérer. De l'actuel président de la République française lui-même, le président Emmanuel Macron. Quand il venait d'être élu à la tête de la République française, il a accordé au journal Le Figaro, au mois de juin 2017, une interview. Dans cette interview, le président Macron a dit, je cite, « Nous, entre parenthèses, les Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Voilà ce qu'a dit, quand il venait fraîchement de prendre le pouvoir en France, le président Emmanuel Macron, qui a même poussé jusqu'à dire que la France avait une dette de sang envers la Libye. Les forces françaises se battaient-elles vraiment contre les djihadistes? Je me souviens d'une histoire qu'il m'est impossible d'oublier. Peu après que l'OTAN a démoli la Libye avec ses bombardements, les terroristes se sont dirigés vers le sud. Et à ce moment-là, Laurent Fabius m'a appelé. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. La France était préoccupée par la menace qui planait sur le Mali, où se trouvait le contingent français selon l'accord avec Bamako. Et depuis le nord du Mali, du côté des Touaregs, avançaient des méchants de toutes sortes pour occuper la capitale du Mali. La France voulait que son contingent au Mali obtienne l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU pour lutter contre cette menace terroriste. Laurent m'a appelé et m'a demandé de ne pas nous y opposer. J'ai répondu que non seulement on n'allait pas se prononcer contre cela, au contraire, qu'on allait l'appuyer, du fait que c'était une tâche véritablement importante, s'agissant d'une menace terroriste. Mais il faut garder à l'esprit, lui ai-je dit, que vous allez réprimer les activités des gens que vous avez armés en Libye. Il a ri et m'a dit « C'est la vie ». Il faut dire quand même que c'est la vie, ce n'est pas de la politique. Voilà qui alimente entre autres des soupçons de collaboration entre la France et ses groupes terroristes, des soupçons qui valident les exigences des pays concernés de demander aux forces et représentations diplomatiques françaises de quitter leur territoire. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. Enfin, il y a la politique migratoire. Les migrants venus du Sud, en général, sont diabolisés. Les décisions contestables sont prises pour une fermeture de la France vis-à-vis des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, pour les étudiants et les activités culturelles. Non.
Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Cette jeunesse qui se lève ne le fait pas par rancœur ou par désamour vis-à-vis du peuple français, mais pour dénoncer les politiques françaises successives qui assombrissent leur avenir. Elle veut d'une Afrique indépendante et débarrassée d'une caste d'hommes politiques qui prolonge la colonisation dans les domaines de la monnaie, de la défense, de la sécurité et de la diplomatie. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Ce qu'il faut retenir, c'est que la jeunesse africaine est désormais mûre pour assumer ses responsabilités dans tous les domaines et établir des relations win-win avec le reste du monde. Elle sait désormais ce qui est mauvais pour elle et ce qui est bon pour elle. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.